représente une machine de Rube Goldberg. C'est une machine qui réalise une tâche simple d'une manière délibérément complexe, le plus souvent à l'aide d'une réaction en chaîne. Si j'ai choisi ce dessin, c'est parce qu'il me fait penser d'une manière humoristique à l'explication de l'univers. En effet, si je regarde le dessin, je vois à ce niveau-là des petites billes rouges qui vont passer dans les gobelets, revenir pour tomber sur le broyeur. Ici, de nouveau, elles repassent dans un broyeur qui vont les transformer sous forme de liquide pour passer à ce niveau-là dans l'entonnoir et terminer sous forme de cube. Ça fait penser un petit peu à l'univers dans le sens où chaque étape doit être analysée pour comprendre ce système complexe. Donc je vais analyser à ce niveau-là, euh, également à ce niveau-là, etc. Et de cette manière, je vais pouvoir comprendre cette machine, son fonctionnement. Bon, ici effectivement, c'est une forme humoristique de définir une machine complexe, mais c'est également de la même manière qu'on va procéder pour définir le fonctionnement de l'univers. Cet exposé, l'univers, cet objet compréhensible, bon, ne croyez pas que le titre est prétentieux, loin de moi cette idée. Plus humblement, je me suis inspiré d'une citation d'Einstein qui dit « La chose la plus incompréhensible du monde est que le monde soit compréhensible ». Fin de citation. Il est possible que cette citation soit passée presque inaperçue. Néanmoins, la première victime fut Einstein avec son univers stationnaire, qu'il abandonna au profit d'un univers en extension. Lors de cet exposé, on ne va pas comprendre l'univers. D'ailleurs, il sera probablement jamais totalement compréhensible. Certaines lois de la physique nous seront pour toujours fermées. Néanmoins, il est possible d'essayer de comprendre 2500 ans d'interrogation, comment on est passé d'un univers infini avec un grand U, totalement inaccessible, à un univers, cet objet physique, celui des astrophysiciens, que l'on peut analyser, triturer, jouer et imaginer. Cet exposé a pour but de décrypter, grâce à Raconte-moi l'espace, cette histoire, la nôtre. Ensuite, à vous d'enrichir ce voyage passionnant. L'histoire de l'univers, la première question qui s'est posée, l'univers est-il fini ou infini? Cette question a été source de nombreux débats chez les philosophes naturalistes de l'Antiquité. Effectivement, à cette époque, il n'est pas simple de se représenter l'univers, le monde ou la Terre. De ce fait, l'idée la plus généralement répandue est que nous vivons sur le dos d'une tortue géante. Il existe d'autres convictions plus rares qui prétendent aussi que nous vivons sur le dos d'un serpent ou d'un éléphant. Donc ici, sous cette gravure, on a une représentation de l'univers, en tout cas comment les gens voyaient l'univers à cette époque-là. Donc cette forme infinie, enfin quasi infinie, dans un espace également infini, posée sur une tortue. On a également une notion de bord, on se posait la question quand même du bord, et ici on a le soleil. Le soleil est un symbole omniprésent chez les hommes. Dans un univers sans bord et infini, le soleil meurt tous les soirs à l'ouest, où un nouveau soleil est créé tous les matins à l'est. Si l'univers repose sur le dos d'une tortue, sur quoi repose la tortue? Probablement sur une autre tortue. Pour les hommes de l'époque, c'est une vision angoissante de l'univers. Les premiers philosophes cherchaient l'origine ou principe des choses. Anaximandre est le premier grec connu à avoir tenté de décrire et expliquer l'origine et l'organisation de tous les aspects du monde, d'un point de vue que l'on qualifie rétrospectivement de scientifique.
Anaximandre de Milet, 610 avant Jésus-Christ. Effectivement, si je vous dis que la Terre flotte dans l'espace, cela vous semble simplet. Pourtant, cette idée est l'une des plus grandes révolutions conceptuelles, plus grande encore que la révolution copernicienne. L'homme qui a transformé la vision du monde, c'est Anaximandre. Anaximandre a conçu la Terre comme un disque flottant dans l'infini et n'a pas besoin d'être porté ni par une tortue ou un quelconque animal ou le géant Atlas, parce que dans l'infini, toute direction étant équivalente, la Terre n'a pas de raison de se porter plutôt dans l'une que dans l'autre. Ce qui est surtout révolutionnaire dans ce type de vision, le Soleil n'a plus besoin de mourir pour ensuite renaître tous les matins. C'est une vision pseudo-scientifique. Platon et Aristote, moins 400 ans avant Jésus-Christ. Platon et Aristote ont une représentation d'un monde fini, organisé selon un emboîtement de sphères. Ce qu'on voit très bien ici, avec au centre la Terre et les différentes sphères. Ces circonférences représentent les trajectoires d'objets célestes. Sur ce système, sur cette gravure, on a une représentation du système Aristote. La Terre, lieu le plus bas de l'univers où s'ouvre la gueule de l'enfer, à ce niveau-là, et qu'on appelle Inferius, entouré des 4 éléments, terre, feu, air, eau. La seconde partie du grand monde comprend le monde des terres, du ciel et des étoiles. Cette partie-là où on distingue les étoiles, les petits points blancs. Cet espace est le séjour de l'harmonie et de la perfection, représenté par les sphères. Celles-ci supportent la Lune, le Soleil et les planètes, et toutes sont contenues à l'intérieur de la sphère des fixes, qu'on distingue ici, sur laquelle sont fixées les étoiles et les constellations. Vient ensuite l'Empyrée, habitacle de Dieu et des élus, à ce niveau-là. Donc les sphères délimitent un monde fini. Cette conception d'un monde clos, géocentrique, est construite à l'aide de sphères et restera en vogue jusqu'au début du XVIIe siècle, période très récente. Donc on a bien cet univers fini, délimité par cette dernière sphère, et dans cette zone-là, on n'a aucun objet céleste, pas d'étoile. À l'opposé, les atomistes grecs défendent l'idée d'un monde infini constitué d'atomes, particules insécables et éternelles. Ces associations forment toute la matière du monde. Les atomistes. Le plus connu, Démocrite, philosophe grec, 400 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est important de savoir, c'est que la théorie atomiste ne fait pas référence à une création divine. Le monde est le fruit du hasard, rendu possible par de multiples associations d'atomes. C'est une vision également pseudo-scientifique. Ici, toujours une gravure représentative de l'époque où on retrouve toujours les sphères, un emboîtement parfait avec la Terre au milieu. Mais à la différence de la dernière gravure, le système Aristote, ici, on a toujours la dernière sphère, mais les étoiles se trouvent en dehors de la sphère. Et on remarque qu'on n'a pas de limite à ce niveau-là. Je peux prolonger mes étoiles à l'infini dans tous les sens. Donc j'ai bien une notion infinie de l'univers. Pourtant, pendant 2 millénaires,
cette conception restera complètement ignorée au profit de la conception Aristote. L'univers fini ou infini? Les réponses vont entraîner certains paradoxes. Fini ou infini, les paradoxes. Le paradoxe du bord avec Archytas de Tarente 400 ans avant Jésus-Christ. En effet, Archytas a démontré l'absurdité de l'idée d'un bord matériel du monde. Son argument: si je suis à l'extrémité des étoiles fixes, puis-je allonger la main ou un bâton? C'est ce qu'on va voir sous cette gravure. Archytas de Tarente, pythagorien du 5e siècle, énonce le premier un paradoxe visant à démontrer l'absurdité de l'idée d'un bord matériel du monde. Son argument a connu un succès considérable dans tous les débats sur l'espace. Son argument se présente de la manière suivante: si je suis à l'extrémité du ciel des étoiles fixes, puis-je allonger la main ou un bâton? Il est absurde de penser que je ne le peux pas. Et si je le peux, ce qui se trouve au-delà est soit un corps, soit de l'espace. Nous pouvons donc aller au-delà. Et s'il y a toujours un nouvel espace vers lequel on peut tendre le bâton, cela implique clairement une extension sans limite. On est ainsi conduit à considérer que ce qui est au-delà du monde, substance ou espace, fait toujours partie du monde, si bien que le monde ne peut logiquement être borné sans qu'il y ait paradoxe. Et c'est ce qu'on voit parfaitement sur cette gravure. Donc là, on a l'univers délimité par la sphère. On voit bien les étoiles, la lune, le soleil, tous les objets que peut contenir l'univers. Et cette partie-là, cette limite-là, en quelque sorte, correspond à la dernière sphère. La dernière sphère des fixes. Donc, a priori, on n'a rien dans cette zone-là. Ici, on voit un homme qui tend la main en dehors de la dernière sphère, ou ici un bâton, plus exactement sa canne. Donc effectivement, si on peut tendre sa main en dehors de cette sphère-là, ça veut dire qu'on a toujours de l'espace. Et donc on a bien un paradoxe du fini. Paradoxe de l'infini. Le paradoxe d'Olbert, ou paradoxe de la nuit noire, est une contradiction apparente entre le fait que le ciel est noir la nuit et le fait que l'univers était supposé statique et infini à l'époque. En effet, si on suppose l'univers infini, contenant une infinité d'étoiles, un peu comme si je regarde à l'intérieur d'une forêt, mon regard croisera forcément un arbre, dans toutes les directions. Dans ce cas, le ciel nocturne devrait être aussi brillant que la surface d'une étoile. Bon, il est évident aujourd'hui que la théorie de la relativité générale nous dit que l'âge de l'univers est fini et que celui-ci est en expansion, ce qui lève le paradoxe. Je vais voir sur la diapo suivante cette quantité d'étoiles infinies. Voilà, donc j'ai des étoiles qui se créent à l'infini, donc une infinité. Et donc j'ai bien un ciel complètement brillant la nuit. Je peux regarder dans n'importe quelle direction, je verrai toujours de la lumière. On fait donc un bond dans le temps avec Isaac Newton. Ça se passe en 1642 après Jésus-Christ, avec les notions d'univers infini. La géométrisation radicale de l'espace et les théories de l'infini, amorcées par Descartes et Giordano Bruno, seront formalisées par Isaac Newton. Sachant que Newton est à la base de la physique que nous utilisons encore aujourd'hui, il a permis une avancée spectaculaire dans la compréhension de l'univers. Avec en l'occurrence la loi de la gravitation, donc découverte par Isaac Newton, et la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps
et du mouvement des corps célestes. Une pomme ou la Lune, ça fonctionne de la même manière. Et de façon générale, de l'attraction entre les corps ayant une masse. À l'époque, la seule géométrie de l'univers possible est l'univers euclidien, univers plat si vous préférez. Pour Newton, au sein de cet univers sans courbure, inaltérable et infini, ça c'est le cadre, la gravitation structure l'univers. Ainsi la cosmologie s'enracine de nouveau, pour cette fois plus de 2 siècles, dans le cadre d'un univers euclidien. L'infini est encore sous l'influence des Grecs. Ici, on reconnaît un système orthonomé avec ses 3 axes Z, X, Y. Si je prends un des axes X et que je le prolonge, je peux le prolonger à l'infini. Il n'y a pas de notion de limite. Donc j'ai bien une conceptualisation de l'infini. La ligne droite qui se prolonge à l'infini en est une conceptualisation. On va voir ce qui ne fonctionne pas dans la théorie de Newton. Dans cette théorie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Newton nous dit, en ce qui concerne la gravité, si, par exemple, j'enlève le soleil, l'information est instantanée. J'ai l'information instantanément que le soleil a disparu. Donc l'information se propage à une vitesse instantanée. Idem pour un corps qui serait situé à l'autre bout de l'univers. Donc ça va poser un problème de paradoxe que Newton était parfaitement conscient. Autrement dit, si une main géante venait à enlever d'un coup la Lune, dans ce cas les marées s'évanouissent un tiers de seconde avant la disparition de la Lune, puisque l'information que notre satellite a disparu se propage non pas à une vitesse infinie, comme celle prêtée à la force de gravité, mais à celle de la lumière. En fin de compte, dans la théorie de Newton, l'effet disparaît avant la cause, ce qui est pour le moins étrange. Donc sa grande erreur, la transmission de la force de gravité de la Terre à la Lune est instantanée. Bon, sachant qu'il était conscient de ce problème-là et ça n'en reste pas moins un grand génie. Je vous ai mis cette gravure qui est très représentative de Newton, où on va retrouver la pomme de Newton, bon, sachant que c'est plus une histoire inventée par les historiens qu'une réalité. Aujourd'hui, on en a la certitude. Ici, on trouve le fameux télescope inventé par Newton. On trouve également ici le système solaire, avec lequel Newton a beaucoup travaillé, enfin sur lequel Newton a beaucoup travaillé. Ici, on retrouve, ça symbolise ses recherches concernant la lumière, le pentaprisme qui décompose la lumière blanche. Ici, on a un rayon de lumière blanche qui rentre par une des phases du pentaprisme et décomposé en lumière, les lumières primaires. Donc, enfin ici, on distingue le bleu, le jaune et le rouge. Donc Isaac Newton, c'est 1642 après Jésus-Christ, une période relativement plus récente que l'époque des Grecs. En résumé, on assiste à une valse hésitante concernant la conception de l'univers. Espace infini ou espace fini? Je vous ai fait un tableau simplifié des défenseurs d'un système ou d'un autre. Donc, on a 2 colonnes. Dans l'espace infini, on va trouver des Démocrite, en quelque sorte les atomistes. Après, enfin quasiment en même temps, on va retrouver Aristote pour les espaces finis. Derrière, on va trouver Ptolémée. On fait un saut au Moyen Âge. Et ensuite, on trouve Copernic et Kepler.
On repasse dans la colonne des espaces infinis avec Giordano Bruno, Descartes, Newton, Kant. On repasse dans l'espace fini avec Riemann, Einstein. Bon, Einstein, il y a une petite particularité parce qu'on aurait pu également le mettre dans cette colonne-là, sachant qu'au départ, il était défenseur d'un univers statique. C'est seulement après, par rapport à ces équations, où il deviendra, par la force des choses, défenseur d'un univers fini en extension. Ensuite, Friedman, enfin, en même temps, est le maître.